Il va y avoir un boom extraordinaire, gigantesque, historique, qui sera centré sur l'océan Indien, et avec la Chine qui sera le fournisseur de capital de ce boom. S'il y a une règle que l'histoire m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais acheter de dette d'un pays dont l'or s'en va. Faut toujours acheter... il faut toujours acheter la dette de celui qui reçoit l'or, mais jamais de celui qui l'utilise. Bah oui. Surtout, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que c'est pas la fin du monde. Si vous étiez à Venise au XVIIe, vous vous disiez c'est la fin du monde. Mais le monde commençait. Eh bien bonjour Charles, bienvenue, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est assez paradoxal pour ceux qui nous regardent parce que je suis chez l'Institut des Libertés mais on est sur ma chaîne YouTube. En fait vous n'êtes même pas à l'Institut des Libertés, vous êtes à l'Université de l'Épargne. Ça... On est à l'Université de l'Épargne, donc ça c'est pareil, on va en discuter dans cette émission. C'est autre chose, mais c'est pareil. C'est encore autre chose. Écoutez, ça me fait très plaisir, c'est la première fois que je vous reçois sur ma chaîne. Merci beaucoup. J'ai eu le privilège de passer chez vous en début d'année. On a pas mal de sujets à voir ensemble. Bien sûr. Tiens, on parlait justement de la Chine juste avant de démarrer cette émission. On va parler de la Chine, du gouvernement Barnier, de ce qui nous attend d'un point de vue purement fiscal en France, ou en tout cas, comment est-ce qu'on va se sortir de cette situation. Et dernière question, non mais c'est déjà bien, on va commencer par la Chine. On va commencer par la Chine si vous voulez, oui. Alors la Chine, la PBOC, donc la People Banks of China, donc c'est la banque centrale chinoise pour ceux qui nous regardent, a décidé de faire ce que nous on a fait en Europe, ce qui s'est passé au Japon, c'est-à-dire à injecter de l'argent sur les marchés financiers. L'idée c'est quoi? C'est que leur marché action était en berne depuis un petit moment. Ils ont injecté de l'argent, le marché a pris 20-25% dans la foulée. Quel est votre avis sur cette stratégie monétaire? Enfin, quel est votre avis d'ailleurs sur les fondamentaux de la Chine? Est-ce qu'ils sont pas en train de faire la même erreur que nous, c'est-à-dire d'ouvrir la boîte de Pandore avec les conséquences qu'on connaît sur le long terme? Plusieurs façons de répondre. Alors, on va parler de la Chine. Et je vais vous commencer par vous parler de la monnaie chinoise. Parce que on ne comprend pas la politique de la Chine si on ne comprend pas que la Chine a voulu, depuis 10-20 ans, remplacer le Deutschmark. Leur but, c'est de faire une monnaie qui permette aux gens d'épargner, sans se faire rouler dans la farine, en achetant des obligations d'État. Donc vous prenez le renminbi, qui est la monnaie chinoise, et donc à partir de là, vous vous rendez compte que le meilleur marché obligataire depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est le marché obligataire chinois. Et de beaucoup. Et que sur les 3 dernières années, par exemple, ou 4 dernières années, il est monté de 25%, alors que nos obligations, nous, ont baissé de 25%, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Et donc, celui qui a épargné dans la monnaie chinoise a gagné de l'argent gros comme lui. Il y a à peu près 4-5 ans, on a dit à tous nos clients qu'ils devaient se bourrer d'obligations chinoises en partant de cette politique monétaire de la Chine. Et ils ont très bien gagné leur vie sur les obligations, on en est très contents. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les fondamentales de l'économie chinoise? Il se passe un truc assez habituel qui avait été analysé par un économiste français qui s'appelait Aftalion à la fin du 19e, qui se déroule comme ceci. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez les États-Unis en 1850, ils commencent à faire des chemins de fer partout. Et donc, quand vous faites des chemins de fer partout, il faut de l'acier, parce qu'il faut poser les rails, il faut des rails, etc. Et donc, les capacités d'acier doublent tous les 4 ans. Et donc, pour faire de l'acier, il faut aussi faire de l'acier pour faire les aciéries. Donc la demande d'acier augmente infiniment plus que la demande de rails. Vous voyez, ça monte comme ça doucement. Donc, et aux alentours de 1872 à peu près, arrive un moment où ils ont fini de poser tous les rails partout aux États-Unis. Il n'y en a plus besoin. Et à ce moment-là, vous avez une dépression extraordinaire qui se produit parce que d'un seul coup, la demande d'acier tombe à zéro. Et vous avez donc un excès. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est quand vous avez un secteur comme ça qui croît de façon extraordinaire, vous ne pouvez pas ne pas avoir à l'arrivée une surcapacité monstrueuse. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Et à ce moment-là, il faut... Mais par contre, ce qui se passe, c'est que l'acier se viande, et c'est là où il y avait toute la spéculation, tout l'argent, tout ce que vous pouvez imaginer, mais que le réseau de rail est là. Donc la croissance se met en dessous. Et il faut à peu près 10 ans au minimum pour finir de nettoyer et que l'économie redémarre. Ça s'est passé en France pour la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Et toutes les valeurs lourdes, la chimie, etc., ont fait leur plus haut en 62. Puis on a eu un bear market terrible de 62 à 67. Et puis en 67, c'est le moment où on a vu les Carrefour, les L'Oréal commencer à sortir. Bon. Donc vous changez de paradigme, vous changez de direction. Donc la Chine a très bien compris le coup. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il faut savoir qu'entre 1870 et 1970,
rien n'avait été bâti dans le domaine de logement en Chine. Alors, ils ont fait passer 500 millions de personnes de la campagne à la ville en 20 ans, ce qui s'était jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Donc, il faut construire. Il faut construire, ils ont construit, et vers 2012-2013, tout le monde était logé. Et boum, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est un phénomène que décrit très bien Aftalion aussi, qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, comme il n'y a plus cette demande d'investissement en capital énorme, les taux d'intérêt baissent. D'où notre appel d'acheter des obligations. Mais il y a tout ce secteur qui est en train de crever, en quelque sorte. Et de l'autre côté, vous allez avoir la montée du fait que les investissements commencent à payer, les infrastructures, tout ça, les gens travaillent mieux. Mais l'écroulement à droite est rapide, alors que la croissance à gauche est lente. Donc le delta est forcément... L'économie baisse. Et arrive un moment où les marchés... Vous arrivez à un phénomène, d'après nos calculs, c'était à la fin de l'année dernière, où la rentabilité marginale du capital investi sur le reste de l'économie devient supérieure au taux d'intérêt, qui ont baissé. Okay. Et à ce moment-là, c'est le moment où il faut se bourrer d'actions. Oui, parce que l'argent coûte pas cher et je peux le placer plus cher. Voilà, c'est exactement ça. Et donc on a dit à partir de cette époque-là, on est passé des obligations aux actions en disant c'est le moment où il faut bourrer sur les actions. Et puis il y avait toute une série de raisons pour lesquelles les gens n'étaient pas optimistes. Et ce qu'a fait la Chine, c'est comme elle avait, à mon avis, énormément acheté d'or. Ça, je le sais, ils en ont beaucoup plus que ce qu'ils disent. Oui, ça c'est. Il y a une grosse différence entre les stocks officiels et les stocks. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va prendre un petit peu de notre or qui était beaucoup monté pour acheter les actions. Et ce qui est de leur part un truc très intelligent, parce que ça veut dire que les actions qu'ils ont achetées, ils ont acheté pas cher. Et ils l'ont acheté dans la rue, oui. Les Tencent, les Alibaba, tout ça, c'était... Et donc, je vois une fois de plus des gens compétents gérer l'économie, et tous les crétins qui suivaient la Chine, il y en a beaucoup, m'expliquaient que c'était la même politique que la nôtre. Alors moi, j'ai fait une vidéo où j'ai dit ça, donc je fais partie de cette bande. Voilà, mais c'est pas grave, on était les seuls à dire le contraire, donc ça me gêne pas. Mais oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le point d'analyse, c'est de se dire, ils ont un problème démographique qui nous rappelle un petit peu ce que nous, on a vécu en Europe, c'est-à-dire qu'ils ont une population vieillissante, et puis ils commencent à vouloir faire... Mais les vieux, ça travaille, sauf si c'est dans les mines, ou sauf si c'est dans l'agriculture. Le souci, c'est que le coût du travail a aussi monté en Chine. Il est monté de façon extraordinaire, mais le coût de l'énergie a baissé de façon extraordinaire. Ils ont une vraie classe moyenne, et donc la question qu'on peut se poser, c'est le relais de croissance maintenant en Asie. Pour moi, il est plus en Chine, il est plutôt en Inde. Ah, mais ça c'est autre chose. Et c'est pour ça que les 5 à 6% de croissance en Chine, j'ai quand même du mal à y croire. Je me dis que ça devient un pays maintenant qu'on peut appeler développé, deuxième économie puissance mondiale, bientôt la première. Donc... Oui, c'est pas faux, mais la réalité, c'est que vous allez avoir une explosion de la rentabilité marginale dans tous les secteurs qui touchent à la consommation de cette classe moyenne. Et ça se passe déjà. Si vous allez partout en Asie aujourd'hui, si vous pendant les fêtes, la semaine où ils ferment pas, qui s'est passé la semaine dernière, vous trouvez pas une chambre d'hôtel en Asie parce qu'il y a tous les touristes qui sont là, quoi, chinois qui sont là. Donc c'est un coup classique. Je suis la démographie comme tout le monde, mais la démographie, si vous voulez, c'est un truc vous en avez pour 20 ans, quoi. C'est-à-dire, vous trouvez. Ils vivent en fait leur époque, on va dire, années 70-80, si on devait faire un parallèle avec la France. Donc leur déclin, ils vont Sauf le connaître. Ils n'ont pas d'inflation. Sauf qu'ils n'ont pas d'inflation. Ils vivent plutôt les années 65, 60. Ils vivent la fin des 30 glorieuses. Voilà. Qu'eux, ils ont encore 20-30 ans avant de, avant de manger, ouais. Avant d'avoir un gros problème. Donc pour moi, à partir du moment où la rentabilité marginale passe au-dessus du coût du capital, je cesse de me poser des questions et j'achète les actions. C'est tout à fait logique. Si le coût de l'argent coûte moins cher que... La rentabilité ? La rentabilité, oui, j'emprunte et j'achète. En fait, j'avais dit dans mes papiers, il faut emprunter pour acheter en Chine, quoi. Non, c'est une perspective intéressante. Moi, je l'avais vu différemment, donc c'est vrai que on a souvent tendance à faire des parallèles avec ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on se dit, au Japon, il s'est passé ça. En Europe, il s'est passé ça. Pour moi, les mêmes mots ont les mêmes conséquences. Donc Mais la grande différence, c'est par quoi j'ai commencé. La monnaie ? Ils n'ont pas foutu en l'air leur monnaie. Oui, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas foutu en l'air leur monnaie. Leur monnaie est montée pendant cette période. Et maintenant, elle va monter de façon extraordinaire. Parce que ce qui va se passer, c'est que la Chine, parallèlement, organisait une espèce de zone monétaire autour d'elle, une espèce de... Ils font du trade, elle échange avec les pays frontaliers en yuan maintenant et non plus en dollars. Non plus en dollars, et donc vous avez ça, mais ce qui se passe aussi, c'est que vous regardez par exemple la volatilité, je sais pas, de la monnaie coréenne contre le renminbi, là, eh bien vous vous rendez compte que
elle est le tiers de ce qu'elle était il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont stabilisé toutes les monnaies autour d'eux. Et maintenant, le deal qu'ils avaient avec les autres pays, c'est vous stabilisez votre monnaie contre la monnaie chinoise. Et nous, on stabilisera la monnaie chinoise contre le dollar. Comme ça, il n'y aura plus ces énormes chocs qui viennent du dollar. Ils le voyaient très bien en voyant la volatilité. Oui, il se place en tiers de confiance. Oui, en gros, c'est la nouvelle alternative. C'est la nouvelle alternative. Mais ça ne veut pas dire qu'ils deviennent monnaie de réserve. Ils ont des accords bilatéraux avec tous les pays pour solder leurs corps, mais ils ne passent plus par le dollar. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on se rendra compte de ça, et comme il y a eu la guerre de l'Ukraine, ce qui se passe qui est très intéressant aussi, c'est que tous ces pays maintenant peuvent acheter leur pétrole dans monnaie locale. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de dollars. Donc ils n'ont plus besoin d'avoir des réserves de dollars, ils n'ont pas besoin d'avoir des comptes courants excédentaires tout le temps, puisque ils peuvent... C'est-à-dire que ces pays plaçaient leur excédent d'épargne chez nous. Ça veut dire que les taux d'intérêt étaient trop hauts chez eux pour maintenir la consommation sous contrôle et trop bas chez nous pour stimuler la consommation. Et maintenant, ils ne vont plus placer leur épargne chez nous parce qu'ils ne vont pas acheter des obligations chez nous parce que ça vaut zéro. Et donc, les taux d'intérêt réels vont monter chez nous et ils vont baisser chez eux. Donc, vous allez avoir le bull market du siècle en Asie. L'Inde fera partie de ce Non, mais c'est évident. C'est évident. De toute façon, d'un point de vue démographique, et eux, ils sont à l'étape de la Chine début d'année des années 2000. Et ils ont cet avantage immense, s'ils réussissent à se mettre d'accord, que tout l'excédent industriel de la Chine peut servir à bâtir les aider à bâtir leur... Ils n'ont pas besoin de développer une industrie de capital parce que là, ça existe déjà en Chine. Ça, à voir, oui, ça c'est le vrai enjeu parce qu'ils ont quand même une politique assez différente vis-à-vis de la Chine là-dessus. Il y a eu des accords où il y a eu, par exemple, récemment, ils sont réunis, tous ces pays qui viennent de cette espèce de fausse zone monétaire, mais enfin qui existe. Ils sont réunis, il y a eu de longues conversations entre le ministre des Affaires étrangères indien et le ministre des Affaires chinois, et qui ont dit que c'était que le début des conversations. Oui, parce que de toute façon, la Chine, c'est les nouveaux États-Unis, et puis bon, l'Asie du Sud-Est en général, on va dire que c'est la nouvelle... C'est la nouvelle Bundesbank. La nouvelle Bundesbank, ouais, c'est ça, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. C'est ça. C'est l'Allemagne, il faut comparer. Et là, je dirais quelque chose, c'est comme moi, je gérais de l'argent il y a quelques années. Quand je ne savais pas quoi faire, j'achetais des Bundes. Donc maintenant, vous achetez des obligations chinoises. Voilà, et aujourd'hui, j'ai les obligations chinoises, et puis... j'attendais avec mes boons que quelqu'un fasse une bêtise en Europe, les Anglais, les Français, les Italiens, ça manquait pas de candidats, quoi. Et à ce moment-là, quand leur marché des actions se pétait la gueule, je vendais mes boons et j'achetais le marché des actions. Donc il faut considérer l'Asie un petit peu comme ça. Vous avez votre core position qui est dans les obligations chinoises, et puis, je sais pas, s'il se passe quelque chose en Thaïlande avec l'euro, j'en sais rien, le marché se pète la gueule. Et à ce moment-là, vous sortez de vos bunds ou de vos obligations chinoises. Oui, c'est une façon d'aborder le marché. Ouais. Oui, c'est ça. Et vous avez, au niveau des obligations chinoises, donc... aujourd'hui, elles sont quand même très bien, elles sont chères. Voilà. Enfin, elles sont à 2%, je sais pas. Et vu que le marché est monté suite à une intervention de la Banque centrale, donc c'est un peu comme ce que nous on a fait. Ça a été le déclencheur. Mais les fondamentales étaient là pour que ça monte. Et ce que les gens ne savent pas... Voilà, c'est plutôt là-dessus que je voulais vous questionner, c'est-à-dire que bon, si on stimule les actions et qu'on les achète nous, c'est bien, mais est-ce que ça nous donne une vraie indication de la santé économique chinoise? Pas vraiment. Pour moi, un marché action ne représente pas l'économie du pays en question, parce qu'en général, c'est... Ça représente en principe la rentabilité marginale du capital investi dans le pays. Voilà, c'est ça. Donc, quelle est votre opinion, quel est votre avis, quelle est votre analyse sur l'économie chinoise, mais cette fois-ci, on va dire, plus profonde? C'est assez simple. Vous prenez le crédit bancaire. Le crédit bancaire en Chine, c'est pas très difficile. 2015-2016, allez. La totalité du crédit, elle est à l'immobilier. Oui, ils épargnent comme nous, c'est ça, ils s'achètent de l'immobilier pour la retraite. L'immobilier. Et depuis 2015, les crédits à l'immobilier sont effondrés. Et aujourd'hui, ils prêtent beaucoup plus à l'industrie qu'ils ne prêtent aux particuliers pour faire de l'immobilier. Et au secteur immobilier. Et donc, ça veut dire, quand vous regardez la Chine aujourd'hui, son appareil industriel, vous prenez par exemple dans le domaine des voitures, dans les 4 dernières années, en partant de rien, la Chine est devenue le principal exportateur de voitures du monde. Et quand vous allez en Malaisie, quand vous allez en Indonésie, quand vous allez partout, vous vous rendez compte que, par exemple, dans les années 80 ou 70, quand vous alliez en Afrique, toutes les voitures, c'était des Peugeot. C'était des... Il n'y avait pas de problème. Et puis ensuite, c'est devenu, de façon surprenante, des Toyota et des voitures japonaises. Et maintenant, vous allez en Malaisie et tout, vous avez que des voitures chinoises. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas. Mais les voitures chinoises sont à 10 000 € et les voitures européennes sont à 40 000. C'est-à-dire que toutes... Ils aspirent le marché. Oui. Non, mais ils prennent tout le marché des nouvelles classes moyennes qui apparaissent partout en Asie. Oui.
Mais qui sont d'ailleurs historiquement un peu la chasse gardée de tous les gros groupes comme Renault, qui faisaient une grosse partie de leur chiffre d'affaires en Chine sur les véhicules utilitaires. Donc en fait, en gros, ils sont en train d'attaquer le marché des constructeurs européens en faisant un produit de même qualité ou similaire, mais bien moins meilleur. cher. Bien meilleur, parce que par exemple, la dernière BYD qu'ils ont sortie à 12 000 €, je crois, c'est un hybride qui est bien, enfin, qui est une super voiture, qui est aussi belle et aussi moderne qu'une Tesla, et qui a une autonomie de 1000 km. Il coûte pas cher, et à tel point que si vous voulez l'importer en Europe, ils ont mis des droits de douane tellement énormes qu'au final, c'est bon, ça coûte aussi cher qu'une bagnole ici, quoi. Oui, mais c'est une autonomie de 1000 km. Voilà, donc alors que oui, c'est ça. Donc, on ne se rend pas compte à quel point, aujourd'hui, nos industries, c'est-à-dire ça va être un drame pour l'Allemagne, mais nos industries ont au moins un cycle de retard vis-à-vis de l'industrie chinoise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous voulez faire une centrale nucléaire, ils ont la technologie française, ils ont mis 12 ans, ils ne sont toujours pas finis à Flamanville. Et eux, ils l'ont fait en 6 ans, ils en ont fait une deuxième en 4 ans, et maintenant ils les vendent à l'extérieur, ils vous le font en 3 ans, quoi. Donc ça veut dire que tout le mouvement nucléaire, de nucléarisation des économies qui est inéluctable, va se passer avec les Chinois. C'est pour ça que si on fait un parallèle avec la France, oui, c'est ça, ils sont en fin d'année 60, début 70, ils sont encore dans leurs belles années. Et ils font pas d'erreur. Ils font pas d'erreur monétaire. Pour l'instant, ils font pas d'erreur monétaire parce qu'ils sont maîtres de leur monnaie. Hein. Enfin, c'est-à-dire que nous, on a fait l'erreur de... Ils sont maîtres de leur monnaie. Et nous, d'abord, on est rentré dans l'euro. Et ensuite, si vous voulez, le poids de l'État dans l'économie chinoise ne monte pas. Ils ont un vrai secteur privé, qui est énorme. Si vous voulez, c'est vraiment le modèle allemand, Erhard, 1958, quoi. On a pas mal de leçons à en tirer. On a la leçon à en tirer, si vous voulez. Moi, j'ai fait des tas de recherches sur les grands bull market et les grands bear market. Les grands bull market se passent toujours quand l'économie locale a une bonne monnaie. C'est-à-dire que les taux d'intérêt réels sont positifs et de 2 ou 3 points. À ce moment-là, le capital n'est pas gaspillé. Si vous mettez de taux d'intérêt réels négatifs, le capital devient gaspillé. Et l'État emprunte à des taux très bas pour faire n'importe quoi. L'État est tenté de faire du déficit parce que de toute façon, c'est le coût de pas cher, quoi. Évidemment, la seule façon, c'est le seul moment où les déficits budgétaires se réduisent, c'est quand les taux d'intérêt réels sont à 3 ou 4%. Ce qui est le cas actuellement d'ailleurs pour nous. Et ce qui fait que là, on cherche à économiser. Non, on est à zéro, nous. Ouais, donc ça nous fait une bonne transition pour le sujet à venir. Donc du coup, le gouvernement mené par Michel Barnier doit présenter son budget et ses mesures. Alors maintenant, on parle quasiment de 50% de hausse d'impôts et 50% de baisse de la dépense. Bon, de toute façon, il n'arrête pas de jouer avec ses différents curseurs. Selon vous, qu'a-t-on à attendre en fait des mois et des années à venir des mesures qui vont nous être annoncées cette semaine? Alors quand vous regarderez la vidéo, les mesures seront très probablement annoncées, mais nous, quand on la tourne, on ne sait pas. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, Charles? On peut s'attendre, si vous voulez, la réalité est toute simple. C'est que, comment on pourrait dire ça, si vous prenez la dette aujourd'hui, le service de la dette, ne serait-ce que par les faits, la dette française a une duration moyenne de quoi, 7 ans et demi, 8 ans? Oui, là c'est 50 milliards. Ouais. Oui, le service de la dette est à 50, et compte tenu du fait qu'on va rembourser des obligations qu'on a émises à 0 ou à 1, pour les remplacer des obligations à 3, 4 ou 5, en attendant, ça veut dire que le service de la dette va monter de façon exponentielle. Donc on sait déjà que le service de la dette va probablement doubler dans les 5 ans qui viennent, compte tenu du déficit extérieur. C'est-à-dire que l'idée que le déficit va être réduit est une idée complètement farfelue. On est entré dans ce que Keynes appelait une trappe à dette. Maintenant, la dette monte plus vite que toute la richesse qu'on peut créer. Donc la seule solution qui existe, ce serait de faire ce qu'avait fait Chrétien au Canada. S'il avait dit, on appelait à l'époque, quand il était là, on appelait le dollar canadien le peso canadien, ce qui n'était pas un compliment. Hein. Il avait dit, il était arrivé au pouvoir, comme M. Barnier, et il avait dit à tous les services de l'État fédéral, vous baissez vos dépenses de 20%. On avait dit ça va déclencher une dépression, vous êtes complètement cinglés, tous les Canadiens de service, et ils n'ont pas eu de récession, ensuite pendant 20 ans, ça a boomé comme jamais, quoi. Parce que si vous enlevez de l'argent à l'État, qui le gaspille pour le donner à des gens qui savent quoi en faire, en général, la croissance reprend. Hein, je suis d'accord avec vous, j'ai une discussion ce matin avec un économiste qui est très sympa, hein, que j'aime beaucoup, qui est Philippe Murer,
Et c'était un des points de désaccord qu'on avait, c'était, voilà, faut-il réduire les dépenses de l'État? Pour moi, c'est ce qui me paraît le plus logique. Et c'est vrai qu'il y a une école de pensée qui est différente. C'est le keynésianisme. Le keynésianisme. Le keynésianisme, c'est l'État stratège qui dirige l'économie parce qu'elle est inefficace. Mais voilà, on voit le résultat. Ils dirigent l'économie et ils perdent 20 milliards sur EDF alors qu'on était en position de monopole et ils ont foutu en l'air EDF en l'espace de 5 ans. Tout à fait voilà, c'est ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit. Donc la première des choses, c'est qu'il faut avoir une bonne monnaie, on l'a pas. La deuxième, c'est qu'il faut contrôler notre dette, on l'a pas. Et la troisième, c'est que augmenter les impôts, aussi curieux que ça paraisse, techniquement, ça revient à faire baisser le taux d'épargne. Et comme sur le long terme, l'épargne est égale à un investissement, ça veut dire que... On plombe l'investissement. On plombe l'investissement et que donc l'économie française va ralentir. Moi, le pari que je fais, c'est que cette année, on rentre en récession en France et qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Si on rentre en récession en France, le déficit budgétaire va augmenter de 100 milliards d'euros. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la France, pour la première fois depuis très longtemps en tout cas, se trouve dans une situation assez simple. On pourrait décrire comme ça, c'est que s'il y a par hasard un événement exogène, comme une grande hausse des prix du pétrole, une crise au Moyen-Orient, j'en sais rien, un truc qui n'est pas impossible, qui est même probable, à ce moment-là, on ne peut pas supporter le choc. Oui, on fait faillite. Et on saute. Et c'est une des thèses que j'avançais, c'est que si on fait faillite, qu'est-ce qui se passe? On ne sera pas les seuls à faire faillite dans ce cas-là. À mon avis, ça sera une cascade de pays qui feront faillite. Et c'est à ce moment-là qu'ils créeront leur État fédéral européen, parce que l'idée, c'est mais les Allemands ne voudront pas. Les Allemands ne voudront pas, je sais bien, c'est ce que les gens disent. Mais la réalité, c'est que ça ne résout aucun des problèmes. Au final, les Allemands, l'Union européenne, c'est quelque chose qui va que dans leur sens. Donc quand on réfléchit bien... Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a un drame qui se passe en Allemagne dont personne ne parle. C'est que les fonds de retraite en Allemagne étaient tous investis en Bund. Mm-hmm. Et que la Bundesbank qui garantissait, qui faisait l'office, qui était le garant de la vertu en quelque sorte pour le monde à partir de 1973-74, l'Allemagne a pris le contrôle des taux longs 73-74 dans le monde et c'est eux qui les fixaient, c'était plus les Américains. Et donc les Américains étaient exaspérés, donc ils ont créé l'euro avec l'aide de la France pour foutre en l'air la Bundesbank. Ils y sont arrivés, mais 10 ans après, le prix arrive, c'est-à-dire que les fonds de retraite allemands sont tous sous-capitalisés de 25 ou 30%. Et qu'est-ce que vont faire que les Allemands, que je connais un peu, c'est qu'ils vont se mettre à épargner comme des fous pour faire remonter leur taux d'épargne à un niveau qui est... Donc, pour la première fois dans l'histoire, on a une Allemagne qui va suivre une politique qui va faire monter son taux d'épargne et une France qui va dans l'autre sens. Ça marche pas. Ce qui est assez paradoxal, parce que historiquement, c'est plutôt même l'inverse. Oui. On est dans une situation de rupture. Donc ce que je dis, c'est que, vous savez, il y a quelque chose, l'or, on a beaucoup parlé de l'or à nos clients depuis un certain temps, mais l'or, c'est un truc très intéressant. Mais l'or, quand vous regardez historiquement, tout l'or était, mettons, dans l'Empire romain de Constantinople, et puis il est passé à Venise, puis de là, il est passé à Amsterdam, puis après Amsterdam, il est allé à Londres, puis il est allé aux États-Unis, les deux guerres là, et puis maintenant il est en train d'aller en Asie. S'il y a une règle que l'histoire m'a apprise, c'est qu'il ne faut jamais acheter de dette d'un pays dont l'or s'en va. Il faut toujours acheter la dette de celui qui reçoit l'or, mais jamais de celui qui l'utilise. Oui. Donc je dis, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'il faut avoir zéro obligation en Europe et aux États-Unis. Il faut avoir toutes vos obligations dans le monde asiatique ou en Amérique latine. Donc même pour un coup de trading... Jamais je ne sais pas faire. D'accord. Moi, le trading, je ne sais pas faire, j'en fais pas d'ailleurs, parce que je n'ai pas le sens du timing. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est du bruit. Voilà, c'est un métier différent. C'est un métier différent. Très bien, donc votre grande thèse, c'est qu'effectivement, ce qui nous attend au final, c'est l'implosion de la France. Ce qui nous attend, vous vous souvenez de la crise asiatique? La grande crise asiatique, c'était en 98-99, quand la Corée a sauté. Bon, je l'ai étudié à l'école parce que moi, à l'époque, j'avais 5 ans. Mais... Je ne m'en souvenais pas. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que vous avez eu un effondrement des monnaies asiatiques, puisqu'ils avaient emprunté en dollars qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Il y a eu un effondrement des monnaies asiatiques. Et donc, quand ça s'est produit, il fallait acheter la consommation chez nous, puisqu'on allait bénéficier de la sous-évaluation des monnaies asiatiques, allaient nous vendre des produits. Et il fallait acheter les producteurs chez eux. Il va se passer un effondrement des monnaies européennes. Et donc, il faut acheter Air Liquide et Schneider,
qui vont bénéficier massivement de ce qui va se passer, et acheter la consommation chez eux. On peut jouer comme ça, donc... Mais vous avez des tas de sociétés, par exemple LVMH, vous pouvez dire c'est une société de consommation asiatique. Oui, la majorité du chiffre... c'est d'ailleurs pour ça qu'ils souffrent actuellement, c'est que... Ça prouve que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. La baisse de leur chiffre d'affaires en Chine, hein, qui est majoritairement fait en Asie, vient impacter leur cours de bourse qui s'est effondré. Attendez que la monnaie asiatique monte et la baisse du chiffre d'affaires, ce sera fini. Oui, c'est sûr que si notre monnaie se dévalue fortement... Elle va baisser de 80%, mais c'est sûr. Si notre monnaie se fait exploser de 80%, les Chinois vont être très contents d'acheter des sacs de luxe français. Non seulement ça, mais et alors il va se passer un phénomène qui est intéressant, qu'on a très bien vu dans la Turquie, c'est que s'il n'y a pas de guerre, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tous les gars qui travaillent dans le secteur privé en Turquie, ils roulent sur l'or, ils sont très contents parce qu'ils vendent leurs produits pas chers avec la monnaie qui fait bien et tout. Et tous les gars qui dépendent de l'État, de subventions de l'État, ils vivent dans la misère. Oui, forcément. Donc il va y avoir un transfert de richesse gigantesque partout en Europe, de l'État et des consommateurs vers les producteurs. Oui, c'est un peu la grande thèse d'évaluation de la monnaie sortie de l'Union européenne. Hein. L'Union européenne n'a pas de raison d'être. Tout à fait. Donc pour vous, il va y avoir un boom extraordinaire, gigantesque, historique, qui sera centré sur l'océan Indien, et avec la Chine qui sera le fournisseur de capital de ce boom. Voilà, bon, en gros, hein, la nouvelle Europe, ça va être plutôt à l'Est. Puis nous, en final, on inverse un peu les rôles. Hein. Vu que notre monnaie ne vaudra plus grand-chose, ils viendront produire chez nous, parce que le coût du travail peut-être sera plus... il sera très bas. Il sera très bas, et eux, ils auront une monnaie très très forte. Pour un épargnant moyen, quelqu'un qui nous regarde actuellement et qui se pose des questions, qui travaille, qui paye ses impôts en France, qui a un métier qu'il peut... exercer en France comme, on va dire juste en France et qui ne peut pas s'exporter à l'étranger, qu'est-ce qu'il fait dans cette situation et dans ce contexte précis? Alors, il a un truc dont il doit se souvenir, c'est que l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée. S'il y a un boom inimaginable en Inde, etc., vous allez avoir une hausse extraordinaire des énergies fossiles, qui a déjà commencé, le charbon, le gaz, le pétrole. Et aujourd'hui, si vous achetez un grand indice comme l'indice américain, vous achetez l'indice américain, en 1983, l'indice américain avait 30% de ses capitalisations qui étaient des valeurs énergétiques, aujourd'hui c'est 3%. Mmh. Donc si vous achetez l'indice américain, vous achetez des consommateurs d'énergie et pas des producteurs d'énergie. Donc la première chose qu'un gars doit faire, c'est avoir ses obligations là-bas. La deuxième qu'il doit faire, c'est se bâtir un portefeuille énergétique. Il achète donc l'indice énergétique des valeurs pétrolières du monde, quoi, qui est donné dans la rue, qui donne des bons dividendes, ça ne vous embête pas. Et puis à part ça, il achète des actions qui vont bénéficier de ce boom, dont tout un paquet sont en France. Par exemple Schneider, par exemple Air Liquide, vous voyez ce que je veux dire, à condition que toutes ces actions n'aient rien à voir avec l'État français. Donc deux conditions, si je comprends bien, dans cette stratégie, c'est des actions décorrélées de l'État, hein, dont l'État n'est pas au conseil d'administration, jamais. Et des entreprises qui... fourniront l'énergie à ces sociétés. Et qui fourniront de l'énergie à ces sociétés. Donc ça, mais vous pouvez en trouver en Inde. Moi, je ne connais pas bien le marché indien, bien que je l'ai recommandé, mais ça, j'ai recommandé l'indice, quoi. Mais vous pouvez acheter des sociétés, vous pouvez acheter Alibaba, vous pouvez acheter Tencent, vous pouvez acheter tous ces gars-là, quoi. Bon, ça donne au moins, on va dire, une perspective aux gens. Et surtout, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que c'est pas la fin du monde. Si vous étiez à Venise au XVIIe, vous vous disiez c'est la fin du monde. Mais le monde commençait. C'était le moment où l'Atlantique s'ouvrait. Et donc, se dire c'est la fin du monde, bon, on est devenu un pays de bronze-cul où plus personne, qui marche plus, on est en train de se suicider. Bon, ça, on n'y peut rien. Mais ça ne veut pas dire que vous, avec votre épargne, vous devez rester dans ce pays de bronze-cul, quoi. Ça sert à rien. Et c'est la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un monde. Voilà. C'est la fin d'un monde, mais il y a un monde gigantesque qui va s'ouvrir. C'est une nouvelle époque qui va commencer. Et vous avez vu cette guerre en Russie avec l'Ukraine. Comme les Russes ne voulaient pas simplement vendre à la Chine parce qu'ils auraient été capturés, ils se sont dit on va ouvrir des routes nord-sud qui descendent vers l'Inde. Et vous avez maintenant des dizaines de routes, de trains, etc. Donc pour la première fois dans l'histoire, l'Inde va avoir toutes ces matières premières qui arrivera de l'Asie du Nord sans passer par la mer. C'est-à-dire que la marine américaine n'a rien à voir. Ils ont conclu un partenariat avec la Russie où ils vont s'échanger des matières premières en roubles et eux recevoir le reste en roupies. Donc non, mais c'est vrai que ce conflit-là a relancé. A tout changé. Ça veut dire que c'est la fin du monde dollar. Tout à fait. C'est la fin du monde dollar, c'est-à-dire que le dollar, c'est une monnaie comme une autre. C'est ça.
Est-ce qu'on ferait pas une transition vers maintenant votre nouveau projet, l'Université de l'épargne? Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Donc ça, c'est un petit peu le nouveau bébé de l'Institut des libertés et donc le vôtre, avec l'équipe. Qu'est-ce que c'est que l'Université de l'épargne? C'est un projet très curieux, si vous voulez. C'est que moi, pour deux raisons, je m'explique mal, j'ai une façon de regarder les marchés qui n'est pas la façon courante, mais non, et qui a plutôt bien marché historiquement pour moi. Et donc, étant d'un naturel paresseux, je me vendais au plus offrant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? De Gafcal Research, la société que j'ai créée avec mon fils et son chien il y a quelques années, a maintenant 1000 clients dans 65 pays, et c'est les BlackRock de ce monde, c'est la Banque de France, c'est des très gros clients. Et donc, quand je suis revenu en France, je me suis dit, ce pays comprend rien à l'économie, donc j'ai fait l'Institut des libertés. Au début, j'ai écrit des papiers, qui était lu par 15-20 000 personnes, j'étais content. Puis il y avait d'autres qui écrivaient sur l'Institut des libertés. Puis il y a des petits jeunes qui sont venus me voir, il y a 7-8 ans, qui m'ont dit, on va vous interviewer. J'ai dit, ça vous fait plaisir, moi ça ne me gêne pas. Et j'ai fait 300 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues, j'en revenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens-là? Donc on a fait l'Institut des libertés médias. Et on a commencé à parler. Et puis, dans cette optique, j'avais fait un moment un portefeuille, c'était il y a 3 ou 4 ans, où je mettais 50% d'actions françaises, 17% en or et 33% en obligations chinoises. Bon, ce portefeuille est monté de 50% en 4 ans. Et ça a beaucoup intéressé les gens. Et je me suis rendu compte que dans ce pays, les gens épargnent comme des fous. Il n'y a pas plus épargnants que les Français, ils sont des écureuils. Ouais. Et qu'ensuite, ils ne savent pas quoi faire. Ils le redonnent à l'État parce que l'État leur file un avantage fiscal. Oui, c'est un petit peu ça, oui. C'est d'une bêtise ou de rien. Et alors, ma chère fille, avec qui j'ai monté tout ça, m'a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une université de l'épargne pour apprendre aux gens à gérer l'épargne, puisqu'ils ne l'ont jamais appris, selon les méthodes que tu as développées depuis des années. Oui, selon votre philosophie d'investissement. Ma philosophie qui est qu'on gagne plus d'argent avec son cul qu'avec sa tête. C'est-à-dire que si vous prenez des bonnes positions, vous n'avez pas besoin de faire du trading, vous dormez dessus, et que surtout un portefeuille est quelque chose. C'est un écosystème, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous mettez des bonnes choses dans votre portefeuille que vous allez avoir un bon portefeuille. C'est que les positions doivent se répondre les unes aux autres. Et c'est ce qu'on a fait, donc on l'a lancé, et on se rend compte qu'il y a un besoin extraordinaire des gens d'épargner, parce qu'ils se rendent compte de gérer leur épargne. Donc je vais publier un bouquin dans le mois qui vient, je crois qu'il sort la semaine prochaine, je crois, qui s'appellera « Cessez de vous faire avoir », pour apprendre aux gens à gérer l'épargne, et il est surtout destiné aux femmes. Ok. Parce que les femmes, dans tous les pays du monde, sont les garantes de l'épargne familiale. Mais partout, sauf en France. Les femmes, quand on leur parle d'argent, elles prennent un farouchier en disant « mais je ne mange pas de ce pain-là ». C'est intéressant, ouais. Donc j'ai essayé d'expliquer à tous ces gens que c'était facile. Ça prenait 2 heures pour apprendre à se servir d'un de ces nouveaux supports, vous savez, eToro ou j'en sais rien, mais il y en a plusieurs. Vous apprenez, c'est pas plus difficile que d'envoyer un email, quoi, à la limite, une fois qu'on a appris. Ensuite, elles feront une opération tous les 3 ou 6 mois, mais elles auront l'encompte tous les jours, elles pourront regarder ce qu'elles ont, elles pourront... Et donc, de gérer de l'épargne de façon structurelle, en cherchant non pas la performance, mais une performance ajustée pour la volatilité. C'est-à-dire que c'est pas... Donc on est vraiment sur du défensif. On est sur du défensif, c'est-à-dire que vous voulez chercher à faire 4 ou 5% par an. Oui, c'est ça. Après inflation. Et c'est extrêmement important parce que vous prenez le marché des actions. Le marché des actions, ça fait mieux que tout sur le long terme. Mais il y a des périodes de 10-15 ans où vous ne gagnez pas un rond sur les actions, ou même où vous en perdez. Oui, alors c'est intéressant. Dans votre philosophie d'investissement chez l'Université de l'épargne, vu qu'un portefeuille, en général, si on veut baisser le risque, on est obligé de le décorréler, en fait. Oui. On est obligé de mettre un maximum d'actifs décorrélés. Vu que vous avez quand même une stratégie qui est très axée action cotée, est-ce qu'il y a autre chose que vous leur enseignez? Je vous dis par exemple. Parce que c'est intéressant de diversifier, en fait, les actions cotées qu'on a sur les devises, sur les zones géographiques. C'est aussi intéressant de diversifier les actifs. Absolument, diversifier. Il faut que les actifs se répondent. Et alors là, c'est là où intervient un homme comme Nassim Taleb, qui a inventé la notion d'antifragilité, qui est une notion extraordinairement brillante. C'est-à-dire que dans un portefeuille, il faut que vous ayez des actifs antifragiles. La caractéristique des actifs antifragiles, c'est que quand leur volatilité augmente, leur prix monte. Alors que les actions, quand leur volatilité augmente, en général, c'est que tout le monde vend. C'est que tout le monde vend. Donc la première des choses, c'est vous dites, si je veux un portefeuille. Et l'or a sur le long terme une rentabilité qui est exactement égale à la rentabilité des actions moins les dividendes. Donc vous vous dites, si je mets
dans un portefeuille des actions et de l'or, je vais avoir un machin. Théoriquement, oui, ça devrait compenser les périodes. Ça permet, quand les actions se répètent vraiment la gueule, en général. Théoriquement, sur le long terme, c'est censé compenser. Alors, ce que je fais, c'est que maintenant, je mets 20% du portefeuille dans des actions énergétiques pour garantir parce que, comme l'économie, si par exemple vous faites un ratio entre le S&P et le prix du pétrole, vous voyez que sur le long terme, chaque fois que le S&P casse sa moyenne mobile à 7 ans vis-à-vis du pétrole, on en prend plein la tête pour pas un rond. Donc, je fais pas attention à ce que font les banques centrales, je m'en contrefous. Je prends simplement m'assurer des actions locales, je le compare au prix du pétrole en local. Et si les actions commencent à faire moins bien, ça veut dire que la rentabilité du capital devient inférieure au prix de l'énergie. À ce moment-là, il faut partir en courant. Vous mettez 20% en énergie tranquille, et vous faites comme ça 3 ou 4 balances. Donc cette stratégie, au final, de se mettre en énergie, c'est de gagner du temps, quoi. Enfin, c'est d'être certain que vous n'allez pas être tué par... On joue la sécurité, et donc c'est tout à fait adapté à... Et sur le long terme, l'indice énergétique FAMA French, là, qui remonte à 1924, aux États-Unis, il a la même performance que le marché des actions américains. C'est une façon de jouer, non, mais c'est une façon très défensive et qui se vaut, hein, et je pense que même, d'ailleurs, pour les épargnants classiques, c'est très bien. C'est très bien parce que ça leur assure, effectivement... Et surtout, ce qui se passe, c'est quand vous regardez la performance de ce portefeuille, qui fait à peu près 5% par an, réel, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il monte de 5% par an et que la volatilité moyenne est de 8%. C'est-à-dire que vous regardez la courbe, ça monte de 5%, et on est toujours collé aux 5%. Ce qui veut dire que si d'un seul coup vous avez un pet, vous avez épargné pendant 15 ans, vous perdez votre boulot, vous avez un drame, je sais pas quoi, vous pouvez vendre à ce moment-là, vous serez monté de 5% par an entre le moment où vous épargnez et le moment. Tandis que si vous avez des actions qui n'ont rien fait pendant 20 ans, comme au Japon... C'est une question de timing, c'est soit on vend au mauvais moment et on a besoin de... En général, dans une crise, vous vendrez au mauvais moment parce que vous aurez besoin de pognon dans une crise. Là, ils s'en foutent. Et puis il n'y a pas de liquidité, donc on vend au premier prix disponible, quoi. Et on vend ce qu'on ne devrait pas vendre, en fait, des trucs qui sont vendables. Donc l'idée, c'est les choses auxquelles on arrive, c'est que vous savez, en physique, il y a quelque chose qui s'appelle les invariants, les machins qui bougent pas, quoi. Il semble que le système capitaliste est à l'intérieur de lui-même un invariant de 4%. Et avec ces 3 ou 4 positions, on attrape cet invariant, et si on gère un petit peu, par exemple, à la place de mettre de l'or, on met des obligations à certains moments, etc. On essaie de créer un petit alpha, voilà. On crée un alpha d'à peu près 1%. Donc, tous les travaux montrent que depuis 1945, et même on est remonté à 1920, le seul moment où le portefeuille, c'est s'il y a une guerre. Là, on a... Oui, mais là, les cartes sont redistribuées de toute façon. À ce moment-là, la seule chose qui monte, c'est l'or. Au moins, vous en avez 25%, quoi, c'est déjà ça. Mais donc, l'idée est assez simple, c'est de dire aux gens, gérer contre l'invariant, pas contre le marché. C'est une bonne approche, et puis c'est une approche qui est intéressante, parce qu'au final, ça va pas leur demander beaucoup de temps. Très peu. Très peu, hein. C'est une gestion assez passive, hein. C'est très lent. Il n'y a pas de gros arbitrages par situation exceptionnelle de guerre mondiale où effectivement là, bah oui, il faut arbitrer. Et encore, si guerre mondiale il y a, à mon avis, les cotations seront suspendues, donc il n'y aura pas besoin d'arbitrer. On pourra pas retirer son argent. Vous aurez toujours vos 25% en or. Et il n'y aura que l'or, ouais, c'est ça. Donc non, écoutez, c'est une bonne approche. Et dans cette approche, vous arrivez quand même à y intégrer les obligations chinoises, ou en tout cas des fragments du marché chinois. Des fragments du marché chinois, vous pouvez... alors, les obligations chinoises, ça a duré 4 ans. Maintenant, j'ai recommandé de les vendre. Mais par exemple, aujourd'hui, vous avez le yen qui est 40% en dessous de sa parité des pouvoirs d'achat. Donc si vous voulez garder toujours une partie cash dans votre portefeuille, on retourne toujours à la parité des pouvoirs d'achat, mais on ne sait jamais quand. C'est un retour à la moyenne. C'est là où tout est le débat, c'est-à-dire le time value of money, la valeur monétaire du temps, enfin la valeur monétaire de l'argent en fonction du temps, c'est le retour à la moyenne, il se fait, mais ensuite il faut le pondérer au nombre d'années que ça prend, et effectivement c'est là où ça peut... Mais là vraiment il n'y a aucun problème, puisque les taux d'intérêt sont bas partout. Donc vous n'êtes pas... Normalement, le yen devrait... Bon, mais aujourd'hui, le yen, si vous voulez, il est à 150 au dollar, quoi. La parité du pouvoir d'achat, c'est 110. Donc vous savez que dans les 4-5 ans qui viennent, c'est à peu près ça là, vous allez passer de 160 à 110. Oui, c'est ça. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à prendre comme risque? C'est-à-dire que je me mets en yen, j'attends tranquillement, et ça me donne une... Donc, si vous mettez votre... cette stratégie, elle bénéficie de la chute de l'euro, d'ailleurs. Évidemment. Le fait de vous mettre en yen, si l'euro se fait se rétame, ça vous permet en plus d'avoir un effet multiplicateur sur... Évidemment. Vous prenez la parité de pouvoir d'achat, ça veut dire que le McDonald's à Tokyo et le McDonald's à Paris, ils doivent être au même prix. Aujourd'hui, le McDonald's à Tokyo, il est moitié moins cher.
Ce qui veut dire quoi? Soit l'euro est trop cher, soit le yen n'est pas assez cher. Voilà, et si vous êtes Mercedes, ben, la Lexus est moitié moins chère. Et c'est une aussi bonne bagnole, il n'y a pas de problème, hein, c'est même mieux. Et donc vous vous dites, tant que le yen sera à 140, l'Allemagne va continuer à se viander, puisqu'ils font les mêmes choses, ils produisent les mêmes produits. Et c'est d'ailleurs là où ils viennent un peu interférer avec ça en mettant des droits de douane pour en fait essayer de créer un... Et plus mettons... Mais ça veut dire que le Japon vendra et la Chine vendront de plus en plus dans les pays, dans les marchés qui croissent. Brésil, le Brésil, dans les marchés qui croissent, et ils vendront de moins en moins dans les marchés qui décroissent. Donc en plus, si vous voulez, vous êtes certain, en faisant ça, de plomber définitivement l'industrie allemande. Je suis d'accord. Cette université de l'épargne, donc vous l'avez lancée... On l'a lancée en début juin, et on a déjà 5000 abonnés. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est l'enthousiasme des gens. C'est-à-dire qu'on a organisé une petite soirée ici pour une cinquantaine de ceux qui étaient arrivés les premiers. Et il y en avait qui arrivaient de Narbonne, d'autres qui arrivaient de Quimper. Ils venaient passer 2 jours à Paris. Donc ils viennent un peu de partout en plus. Hein. Il y en a un peu de partout. Il y en a en Suisse, il y en a en Belgique. Et on se rend compte que vraiment, les gens nous sont reconnaissants de les aider à gérer leur épargne. Parce que les banques font plus leur métier. Le gouvernement ne pense qu'à les plumer. Les banques, elles vous vendent des produits structurés où elles gagnent plein de pognon et vous ne gagnez rien du tout. Et donc, pour la première fois, les gens ont l'impression que quelqu'un s'intéresse à leurs problèmes d'épargne de façon, je ne dis pas désintéressée. Et la raison pour laquelle on l'a mis à 100 €, ce qui est peut-être un peu élevé pour certaines personnes, mais c'est simplement parce que si on donne quelque chose gratuitement, les gens pensent que ça n'a pas de valeur. Non, c'est ça. C'est simple, hein. Je donne un exemple concret, c'est toutes les informations que vous avez dans les MBA qui coûtent 70 000 $ l'année, on les a sur Internet gratuitement. Donc Bien pourquoi est-ce qu'on paye le papier? C'est parce qu'il y a un engagement à un moment donné, ça force les gens à performer parce que ça coûte cher. Donc là, l'idée, c'est aussi moi, je le fais souvent, je m'achète plein de formations tous les ans, mais c'est parce que ça me force, vu que j'ai payé, je me dis, bon, je suis obligé de rentabiliser mon effort. Voilà, moi, ça me rappelle quand j'étais étudiant, en première année d'économie, il y avait un livre qui était à l'époque, c'était dans les années 60, qui faisait à peu près 1000 pages comme ça, qui était le Marshall de l'économie. C'était un professeur, André Marshall, qui était un professeur de français, d'économie en France. Et il m'avait coûté 100 francs. Et je vous assure que je l'ai lu. Lu de la première à la dernière page. Mais c'est souvent comme ça en général. Alors que le même livre donné gratuitement, il n'aurait pas eu le même... Pas du tout, c'est sûr. Donc il faut qu'il y ait... Mais en même temps, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on a créé un espace de discussion, que Léonard est très actif là-dedans, et les gens nous envoient des tableaux Excel pour suivre la stratégie plus facilement, travaillent dessus, nous aident. Ils ont compris que c'était un effort de collaboration entre des gens qui avaient le même problème. Oui, c'est ça. C'est pas chacun dans son coin. C'est pas chacun dans son coin qui gère son épargne dans son coin. Non, ils ont bien compris que c'était un effort de diffusion de la connaissance. Et ils participent avec enthousiasme. C'est très bien. On mettra les liens dans la description. Bien sûr. Université de l'épargne, vous tapez. Et puis ensuite, vous vous inscrivez si vous voulez. Mais c'est en même temps, ce que je veux dire, c'est que c'est un élément de pacification. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on contrôle son épargne... Alors on redevient libre, tout simplement. Libre. On redevient libre et... C'est le but de l'OSE d'ailleurs. Oui, et quand on maîtrise ses finances, on maîtrise son destin. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Bon, eh bien, merci beaucoup Charles pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup.